Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre quatrième et dernière session de notre webinaire intitulé Aménagement du territoire et politique sociale. Donc, euh, les innovations qu'on a vues tout à l'heure, on en a eu beaucoup au travers des trois dernières sessions. Des innovations par rapport à la restauration des écosystèmes, à la dépollution ou encore à l'agroécologie. Ce sont surtout des innovations qui sont basées sur les avancées via des procédés techniques et technologiques, mais il existe également des innovations sociales que nous allons voir ici. Alors, c'est Vincent Bontins, qui est philosophe des sciences et des techniques et chercheur au CEA, donc le commissariat sur l'énergie atomique et les énergies alternatives, qui définit dans son livre Au nom de l'innovation, finalité et modalités de la recherche au XXIe siècle, que le terme d'innovation, alors il est aujourd'hui largement associé à une dimension technique et technologique, à l'idée de progrès technique et technologique, mais l'origine du terme est tout autre. Comme l'ont pu l'évoquer nos collègues lors de l'introduction, euh, à l'origine, étymologiquement parlant, le terme d'innovation avait une portée plutôt politique, juridique ou philosophique. Euh, le terme d'innovation définissait en fait l'apport fait à un contrat ou à une loi, ou la réflexion nouvelle qu'on apportait à un sujet. Donc on distingue bien ici une dimension sociale, hein, notamment au travers de la portée politique et juridique, qui a un impact sur les communautés et les sociétés. Euh, c'est à partir du XVIe siècle seulement, au cours de la Renaissance européenne, que le terme d'innovation a commencé à être associé aux sciences naturelles et formelles. Donc ça va être tout ce qui est physique, mathématiques, ingénierie. Et c'est de là que viennent les lettres de noblesse du terme à l'heure actuelle. L'innovation sociale, même si moins mise en avant que les innovations techniques et technologiques, a quand même un intérêt grandissant. Paul Enville, en 2009, considère d'ailleurs que c'est un concept pérenne et c'est un concept qui a encore plus d'éloquence aujourd'hui dans un monde où les inégalités sont de plus en plus grandes. Je parle d'inégalités sociales, comme le rapporte le World Inequality Database. Et donc, en fait, dans quel contexte et dans quel lien, en fait, on peut faire entre les innovations socio-économiques, avec les politiques sociales et avec la cause écologique. Alors ça, ce sont les auteurs Berks et Folk qui en ont parlé en 2000 dans leur ouvrage intitulé Linking Social and Ecological System. Ils parlent dans cet ouvrage de l'importance de l'interdisciplinarité entre l'étude des écosystèmes d'un côté et l'étude des systèmes sociopolitiques de l'autre, pour former ce qu'on appelle des systèmes socio-écologiques, SES. Euh, dans cette notion d'interdisciplinarité, on met en évidence en fait le lien entre les problématiques sociales et les problématiques environnementales. Pour prendre un exemple, tout ce qui va être problématique de droit à la santé, c'est intimement lié aux problématiques de pollution ou de réchauffement climatique. Pour ce qui est des questions d'aménagement du territoire, d'un côté plus politique, là, il va y avoir un lien et un impact évident sur les écosystèmes, leur résilience et les services écosystémiques rendus. Des changements d'un point de vue structurel et d'organisation de nos sociétés sont donc nécessaires afin d'avoir des écosystèmes plus durables. C'est ainsi que des auteurs, comme par exemple ici mentionné Olson et al., envisagent en fait que l'innovation sociale, qui a pour premier but de répondre à des enjeux sociaux, permettent aussi en fait de prendre de plus en plus de place dans tout ce qui va être de la gestion de l'écologie et de l'environnement. Et donc en fait qu'aujourd'hui le critère d'innovation sociale prend de plus en plus de place dans comment dire, la préservation des environnements et que c'est un critère maintenant indissociable à cette préservation. Et donc ce qui va être intéressant aussi, c'est de comprendre les liens qui sont faits entre les innovations sociales, économiques et avec l'environnement et également de reconsidérer un peu les liens actuels que la société humaine possède avec notre planète. Donc, au cours de cette quatrième session, on aura l'occasion de voir trois posters donc, qui vont aborder respectivement l'aménagement des zones humides au travers des trames turquoises pour la protection de la biodiversité dans ces zones et l'amélioration de leurs services écosystémiques. Nous verrons ensuite un deuxième poster qui aborde l'essor, pardon, des sciences participatives et de la participation citoyenne à la collecte de données et à la protection des écosystèmes. Et enfin, on finira par un poster qui aborde le rôle de l'innovation sociale comme solution aux enjeux environnementaux. Donc, on accueillera également Alix Bouvin, qui est directrice de l'Institut supérieur de l'environnement de Lyon, qui nous parlera d'une association qu'elle a créée,
et qui a pour objectif de mixer les objectifs sociaux et environnementaux. Et on aura enfin l'occasion d'accueillir Monsieur Louis Olagnon, qui a été le cofondateur d'une plateforme en ligne nommée Carte au débat, et en fait qui va permettre aux citoyens une participation pour débattre de sujets, notamment sur les aménagements du territoire, et aussi sur des sujets sciences, société, de débattre entre eux. Bonjour à tous. Donc, Bonjour. je m'appelle Louis Olagnon et je vous propose de vous présenter l'activité de Carte au débat et trois cas d'usage qui m'ont semblé en lien avec ce que vous faites dans votre master. Alors, Carte au débat, c'est une plateforme de participation citoyenne. Et donc, on s'est lancé en 2017 sur une concertation pour un projet éolien en mer, en Méditerranée. Et donc, au départ, on s'est positionné sur trois domaines. Le premier, c'est celui de l'aménagement du territoire. Le second, c'est celui des politiques publiques en programmation, comme sur des choses plus opérationnelles. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle des débats sciences-société. Donc, pour l'aménagement du territoire, nos clients sont plutôt des développeurs d'énergie renouvelable. Politique publique, bien sûr, c'est des collectivités. Et puis, débat sciences-société, c'est plutôt des universités. Alors, dans le domaine de l'aménagement du territoire, en droit de l'environnement, c'est intéressant d'avoir des débats publics quand les projets sont encore malléables, qu'on peut les modifier. Donc, c'est ce qu'on appelle les concertations préalables. C'est en amont des enquêtes publiques qui sont vraiment le dernier moment où on peut faire des ajustements, mais je me permets de le dire, à la marge aujourd'hui. Euh, Par rapport aux politiques publiques, l'intérêt, c'est d'aller vers des politiques qui sont plus légitimes parce qu'il y a une plus grande adhésion à la fois des habitants, mais aussi des acteurs socio-économiques. Donc ici, les élus se posent en rôle, on va dire, de chef d'orchestre avec leurs services pour que les territoires, hein, je pense vraiment que c'est à l'échelle de la maille territoriale que la transition écologique pourra s'opérer. Et donc, pour chacun de ces euh, projets, aussi bien aménagement du territoire que politique publique, l'idée, c'est d'aller sur des publics qu'on voit assez peu, en fait, aux réunions. Donc, ce sont souvent les jeunes et les femmes. Et à chaque fois aussi, on, on essaye de faire de notre mieux pour être bien aligné avec les principes éthiques de débat public, hein. Il y a une charte qui est proposée d'ailleurs au niveau du ministère et carte au débat est signataire. Donc l'idée, c'est de faire œuvre de transparence, de bien indiquer les règles, qui décide à la fin, euh, donner un calendrier et surtout rendre compte à la fin. Et alors, voilà un peu le schéma de principe sur nos interventions. Donc ça correspond surtout au débat d'aménagement du territoire et de politique publique, mais on peut aussi l'appliquer au débat sciences-société. J'en parlerai moins aujourd'hui. Donc on commence par travailler avec les organisateurs de débats, hein. Donc ce sont des collectivités ou des développeurs d'énergie renouvelable sur ce qu'on appelle les séquences participatives. Donc, c'est le calendrier, en fait, euh, du moment où il va faire part de son intention. Je sais pas, je souhaite construire telle unité de méthanisation sur un territoire, jusqu'au moment où il va rendre compte, donc à la dernière étape, de sa décision au regard de ce qui aura été dit par les acteurs du territoire. Et donc, sur la phase de préparation, on cherche aussi à faire ce qu'on appelle des cartes de controverse, ou on peut dire cartes d'enjeu du territoire, d'un projet.
d'une politique publique et de définir quels sont les acteurs qui sont importants à ne pas rater sur les territoires, vers qui on va devoir aller pour leur demander leur regard sur le projet et en discuter avec eux. Ensuite, on fait ce qu'on appelle des débats hybrides. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie sur le terrain. On commence toujours par le terrain. C'est une méthode qui a été développée avec le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de l'Université Paul Valéry de Montpellier. Toujours commencer sur le terrain et puis ensuite essayer de prolonger les débats en ligne, sachant qu'on va aussi toucher divers publics avec d'autres modalités. La troisième phase, c'est celle de l'analyse. Et donc, l'analyse, elle se fait par ce qu'on appelle l'annotation. L'annotation, c'est comme si vous aviez un stabilo, hein. On lit l'ensemble des contributions qu'on a collectées sur le terrain et en ligne. Donc, on réunit un corpus, hein, sur une base de données et on vient mettre des tags ou mots-clés où on essaye de répertorier les choses qui sont souhaitées, les choses qu'on ne souhaite plus faire aussi. On le voit de plus en plus. Et puis aussi, c'est l'occasion de faire ce qu'on appelle des regroupements thématiques. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est autour de la mobilité, on va mettre ensemble tous les extraits qui parlent des piétons, des voitures, des trottinettes, etc. Et je me suis permis d'ajouter une petite chose, c'est c'est ce qu'on appelle la zone grise, où vous, en tant que futur technicien, peut-être vous aurez ici à intervenir. C'est le moment où on reçoit l'analyse d'expertise d'usage des acteurs du territoire, mais ce n'est pas avec cette expertise qu'on peut tout de suite voter une résolution, par exemple, au niveau des collectivités. On a besoin euh, d'apporter de l'expertise technique et de pouvoir rédiger, on va dire, une action qui sera ensuite votée par les élus. Je m'excuse, hein, il y a une alarme, je ne sais pas si vous l'entendez. Ah non, Non, on ne non, l'entend pas pas de en fond, souci. donc Ah bon, tant mieux. Ça va. inquiétez pas. Euh, et donc la dernière phase, c'est ce qu'on appelle la restitution. Donc c'est là où on vient rendre compte et c'est là que le débat public devient crédible. Ça veut dire que c'est le moment où on peut faire confiance en fait à l'organisateur parce qu'il a ce temps où il est en capacité de montrer que ce qui a été décidé correspond à quelque chose euh, qui a bien été co-construit avec les acteurs du territoire. Après, il prend ses responsabilités, hein, les règles du jeu sont annoncées dès le départ, il peut aussi aller à contre-courant de ce qui a été dit, mais si je prends un schéma de cohérence territoriale, si tous les acteurs du territoire vont dans un sens, comment dire, zéro artificialisation nette, il ne pourra pas dire béton-béton. Hein, j'y vais un peu gros doigt, mais quand on se lance dans du débat public, c'est quand même aussi un minimum pour les organisateurs de savoir que ce sera difficile de... Pardon, on doit vraiment partir. Ouais, bon. Bon, je ne participerai pas à l'exercice incendie. Désolé. Donc, j'en étais au moment où le maître d'ouvrage ou la collectivité vient rendre compte de, de ses décisions auprès des acteurs. Et elle peut le faire à partir du moment où il y a ce qu'on appelle un corpus significatif. Un corpus significatif, pour nous, c'est un corpus à partir duquel on peut dégager du sens, un corpus qui fait sens à l'échelle d'un territoire. C'est une notion qui a été développée par Maurice Blanc de l'Université de Strasbourg. Et j'y tiens beaucoup parce que on demande souvent, mais est-ce que les débats publics, vos enquêtes, est-ce qu'ils sont représentatifs? Non, on n'est pas du tout sur un sondage entre deux tours. On est sur un territoire précis où on cherche à être significatif. Et comment on voit si un corpus est significatif? La première chose, c'est qu'il y a une grande diversité de profils de participants, mais aussi de modalités de contribution. Et la deuxième manière, le gros thermomètre, c'est quand on fait l'analyse avec les services des collectivités ou avec des experts sur un sujet donné, c'est de se poser la question, est-ce que, on ne rate rien ici par rapport aux sujets qui sont posés?
Et donc là, on vient associer l'expertise d'usage des habitants, des acteurs socio-économiques avec une expertise plus technique, hein. Et souvent, on les considère comme antinomiques alors que elles se nourrissent l'une de l'autre, hein. Et donc, on peut considérer que si on va dans un ordre chronologique, qu'on commence par l'expertise d'usage des habitants, des acteurs socio-économiques, et qu'ensuite on vient mettre une expertise plutôt technique, euh, sachant que de nombreux experts ont vu arriver la participation citoyenne au départ comme quelque chose qui venait peut-être les gêner, alors que de mon point de vue, il y a une belle complémentarité. Donc je passe à un exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une carte de débat. Et donc vous pouvez voir qu'il y a différentes sources. On a allé récupérer ici les contributions qui ont été postées en ligne sur le site de la métropole européenne de Lille. Ensuite, on est allé chercher aussi les données qui venaient d'enquêtes, de micro-trottoirs, de cafés citoyens, des données aussi de rapports, hein, du Conseil de développement. Donc, c'est les acteurs socio-économiques, c'est des bénévoles, c'est un mini Conseil économique, social et environnemental à l'échelle de la métropole. Et puis, les données des acteurs socio-économiques. Donc ça, c'était des ateliers qui ont été organisés par la métropole. Et donc, si on veut rebondir en ligne par rapport à toutes ces contributions, on va sur un sujet. Donc là, je prends l'exemple, par exemple, lié au changement climatique, problème global, conséquences inégales. Hop, j'ai sur la gauche un petit résumé de ce qui s'est dit pendant l'atelier et une retranscription. Et après, je peux venir sélectionner un extrait, cliquer sur argumenter, je dis si je suis en accord, en désaccord ou si je ne comprends pas, si j'ai une réserve par rapport à cet extrait, et puis je peux poster en ligne. Donc là, on se retrouve avec un corpus qu'on analyse. Nous, on fait la préanalyse, donc c'est à la main, hein, on pourrait caler un gros modèle de langage dessus, mais pour être efficace sur l'interprétation, la couche humaine est indispensable par rapport à la connaissance de l'histoire des acteurs du territoire, par exemple. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on transforme cette expertise d'usage en des projets, des propositions d'action au niveau du territoire. Et donc, on essaye aussi d'articuler, de faire des liens entre ce qu'on appelle ici des regroupements thématiques, voir quels sont les sujets les plus discutés. Et puis, la politique, ici, c'est les grands axes, hein, politiques, ce qu'ils ont appelé des finalités du plan climat. Et ensuite, bon là, je ne détaille pas, mais il y a des actions sur chacune des finalités, des actions qui peuvent correspondre à des choses qui sont proposées. Et ça, on est en capacité de le mettre en récit, si je peux dire. Hein, lors de la restitution, les personnes sont venues ici, je me souviens, c'était une militante qualité de l'air. Bon, qu'est-ce que vous avez fait sur ce sujet-là? On peut aller voir la restitution de l'atelier et ensuite les idées qui sont proposées et l'ensemble des extraits en fait, qui concernent son sujet, qui ont reçu le tag qualité de l'air. Je passe à un autre cas d'usage, c'est celui d'une concertation pour l'extension d'une réserve marine pour l'Office français de la biodiversité. Et là, je l'ai choisi parce que c'était la première fois que personnellement, je voyais que l'expertise scientifique était mise en tension, on va dire, avec celle des pêcheurs, des plongeurs et des militaires. Donc, il y a toujours un grand niveau d'incertitude pour décider. Mais je trouve que c'est intéressant en tant que futur professionnel que on soit en capacité à s'ouvrir euh, à des regards complémentaires parce que il s'agit de se mettre d'accord en fait avec un niveau d'incertitude qui même en associant les observations des uns et des autres. Donc là, c'est est-ce que dans de la réserve marine on voit plus de mérous, on a plus de prises, etc. Les estimations des scientifiques parfois elles ne correspondent pas vraiment à ce que disent les pêcheurs, les plongeurs ou les militaires. Euh, Sachant qu'il y a aussi un peu de poker menteur, mais que bon, là, le consensus s'est fait sur le fait qu'effectivement, le strict respect des règles d'une réserve marine
fait qu'au bout de 10 ans, on augmente significativement, enfin 10 ans, peut-être je ne suis pas assez précis sur le délai, je ne suis pas l'assurer, mais on augmente les stocks. L'autre cas d'usage, l'avant-dernier que je souhaitais vous présenter, c'est sur une data vise qui a été faite pour les assises de la forêt et du bois de la région Grand Est. Donc, c'est tous les acteurs de la filière bois qui se réunissent pour essayer de convenir de la politique à faire pour les forêts. Et je, je trouve que c'est intéressant d'observer le fait qu'ils se sont mis dans une logique de service écosystémique. Là, j'ai pris l'exemple donc, la forêt aide à fournir une eau de meilleure qualité. Euh, on voit quelles sont les parties prenantes qui sont intéressées à ce sujet et vers qui s'adressaient leurs questions sur ce sanquet. Je ne vais pas plus loin, je trouve juste que c'est une manière de voir qui me plaît parce qu'on parle de systémique et de services écosystémiques. Et on n'est plus juste dans la logique, les chasseurs veulent leur terrain de chasse, les randonneurs, leur zone de loisirs et comment dire, les professionnels du bois, leurs ressources, quoi. C'est une façon de faire système et on voit l'intérêt de travailler les uns avec les autres, là aussi, pour hiérarchiser finalement les, euh, les priorités à l'échelle d'un territoire qui est celui de la région Grand Est où effectivement les forêts souffrent. Alors, la dernière diapo que je voulais vous présenter, c'est un travail qu'on fait en ce moment avec la ville de Lyon et qui a permis de caractériser ce qu'on appelle des sensibilités ou des approches de la transition écologique. Alors, si on prend un temps d'échange après, vous me direz dans laquelle vous vous reconnaîtrez, mais euh, grosso modo, on a ici en bleu celle qu'on a appelée impact. Donc, c'est passons des énergies carbonées à celles qu'on dit propres, circuit court. On a une autre qui est celle ici de l'innovation. Donc, la transition écologique, c'est d'abord du technosolutionnisme. Je vois l'heure qui passe, alors pardon, je le fais un peu brutal. Euh, Ici, c'est l'adaptation, hein. Donc, c'est un peu la lucidité ou du renoncement, je ne sais pas, mais on cherche à faire tout ce qu'on peut pour des scénarios qui sont au-dessus de 4 degrés, par exemple. Après, il y a ce qu'on a appelé le bon sens. Donc, celle-là, elle est un peu ambivalente, mais il a un pull et quand il fait froid et il éteint la lumière, c'est ces petits gestes, en fait, qui font qu'on essaye aussi de faire sa part. La rouge, elle est un peu classique, mais elle marche toujours. C'est la répartition des richesses. Hein, je pense que vous avez vu les rapports d'Oxfam, la critique des 50 personnes les plus riches du monde qui crament l'équivalent. Ah là, j'ai perdu le chiffre, mais c'est sérieux aussi. Je crois que c'est au moins un milliard d'individus. Et celles-ci, et les deux dernières qui sont intéressantes parce de mon point de vue, elles s'éloignent beaucoup de vision ingénieure, c'est celle de l'imaginaire, donc qui ont été surtout caractérisées par les propos des gens qui font des spectacles dans les MJC, par exemple, en disant, bah voilà, c'est en voyant des spectacles qu'on arrive à peut-être faire évoluer notre système de valeurs, passer de la société de la consommation où on est parce qu'on consomme à une société des rapports, par exemple, sociaux, une société post-croissance. Bon, on l'appellera un peu comme on veut. Ici, ça laisse la place. Et la dernière, on l'a beaucoup vu dans les propos des maisons de l'enfance, donc bon, du personnel hein, qui travaille dans les maisons de l'enfance, donc c'est les crèches et c'est le rapport au vivant. Donc c'est du Descola, hein, on passe de la domination de la nature à la cohabitation avec le vivant. Et voilà, j'en ai terminé et j'espère que comment dire, ces sensibilités vous permettront de pouvoir les prendre en compte plus tard.
La question, du coup, c'était est-ce que les acteurs viennent vers Carto Débat pour organiser un débat ou est-ce que c'est vous, au travers de la plateforme, qui allez vers eux la plupart du temps? Alors, pour ce qui est de la ville de Lyon, c'est eux qui ont eu connaissance de ce qu'on avait fait pendant les confinements. Vous vous souvenez, on parlait de l'après. Donc, on avait fait un débat qu'on a appelé les métamorphoses, euh, avec notamment la question, vous vous souvenez, hein, de la tour, de qu'est-ce qu'on rallume et qu'est-ce qu'on laisse tomber. Euh, et donc, ceux qui sont venus à nous, mais la plupart du temps, on répond à des appels d'offres où on est invité à répondre aussi à des projets de recherche avec des universités. Du coup, la question, c'était est-ce que les collectivités territoriales ont une obligation de mener les débats avant les projets d'aménagement ou est-ce que c'est optionnel? Et si c'est optionnel, est-ce que selon vous, il faudrait le rendre obligatoire, hein? C'est bien ça ta question, Angèle? Oui. Voilà. Alors, c'est optionnel et par contre, en aménagement du territoire, à partir du moment où les projets dépassent un seuil en termes de coût, il me semble que c'est 10 millions d'euros, à ce moment-là, la Commission nationale du débat public rend obligatoire le fait qu'il y ait une concertation préalable. Mais D'accord. Ok. c'est d'abord un choix souvent de faire de la participation citoyenne parce qu'on se dit que c'est une manière, alors c'est peut-être un peu de la novlangue, mais l'intention souvent c'est d'embarquer les acteurs du territoire sur un projet de territoire. D'accord. Ok. Et, est-ce qu'il y avait une Et dernière question peut-être sinon, avant de... moi, j'en ai une aussi. Oui, vas-y, Paul. Vu que vous avez plusieurs plateformes différentes, moyens de recueillement des avis, est-ce que selon en fait le moyen dont les avis des débats sont récupérés, vous distinguez en fait différentes classes sociales qui se distinguent selon leurs moyens de communication et selon en fait les idées qui peuvent se dégager de plusieurs classes de population? Est-ce qu'on peut retrouver un peu ces différences Différents profils sociaux exactement, ouais, au travers des... selon leurs réponses ou selon le moyen de récupération des avis? Alors sur les réunions publiques, on a plutôt des publics grisonnants CSP+. En ligne, c'est CSP+, aussi, mais c'est des actifs. Ok. Sur les enquêtes de micro-trottoirs, on vous a, vous, les jeunes, Hmm. mais aussi sur des groupes Discord. Enfin, on peut faire du community management, mais donc réseaux sociaux et enquêtes micro-trottoirs, on vise les jeunes et les femmes en particulier. Et suivant la personne qui réalise l'enquête, euh, on a un biais en fait vers qui vous allez tendre le micro. Mais avec cette idée de corpus significatif, on essaye d'aller vers ceux aussi dont la parole est ce qu'on on pourrait dire la plus heurtée ou ceux qui se sentent les moins légitimes. Et on a fait un travail notamment pendant le grand débat national. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'ingénierie du sensible avec des groupes de gilets jaunes où ils refusaient en fait, pour la métropole de Nancy, ils refusaient de participer à des débats institutionnels. Et le fait d'aller à leur rencontre, donc c'était facile sur les ronds-points, mais c'est une façon de pouvoir ouvrir aussi le sujet de quelles sont les modalités de débat, clairement, combien de temps ça va prendre, où est-ce qu'on se retrouve, de quoi on parle. Et donc ça, c'est aussi une manière de s'assurer qu'on peut avoir aussi les personnes, on va dire, les plus sceptiques au départ pour rejoindre les débats publics. Donc ça prend du temps et pour être crédible, en fait, c'est important d'aller vers les personnes et d'avoir un rapport le plus honnête possible, en fait. Et sachant que il existe des débats publics instrumentalisés, donc Hmm. on peut avoir des publics échaudés. Oui, Tout c'est à fait. possible aussi, Ouais. oui. En effet. Est-ce qu'il y a une Ok. dernière question dans la file? Sinon, on va passer à la conclusion.
Non? Non. Ok. Merci beaucoup de votre intervention Ouais. et on te remercie.